Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture. Donc comme vous voyez, je ne suis plus installée comme d'habitude. Je suis sur mon fauteuil de bureau. J'espère que la luminosité va pas être trop jaune parce qu'il fait un temps tellement pourri, c'est tellement gris que j'ai été obligée d'allumer le plafonnier. Et c'est des ampoules jaunes, alors j'espère que ça ira. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 romans. Donc on commence tout de suite avec, et je vous mets la couverture ici, Galatea, le premier tome, Evanescence de Monia Sommer, publié chez Anyway Éditions. Donc dans ce livre, on va suivre Galatea, entre autres, une princesse guerrière du royaume de la planète de Galatée, qui, en compagnie de ses 3 meilleures amies, elles sont les protectrices du royaume et les guerrières du royaume. Ce qui sous-entend qu'elles doivent s'entraîner toute leur existence pour être des combattantes hors pair et défendre un jour leur peuple et leur planète si cela s'avère nécessaire. Donc on a Galatea qui est une jeune fille de 16 ans, assez insouciante, assez rêveuse et qui va à reculons aussi bien à ses entraînements qu'à ses obligations de princesse. Pour elle, il n'y a jamais eu de combat, enfin elle n'a jamais eu connaissance d'un combat, donc pour elle c'est une perte de temps en fait, donc elle voit pas pourquoi elle devrait se lever aux aurores pour s'entraîner. On a aussi, donc elle maîtrise tout ce qui est la glace et l'eau, il me semble. Elle est assez maladroite, mais elle est aussi très intelligente et pragmatique comme héroïne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que, déjà dès le premier tome, en fait, même si l'auteur prend le temps d'installer son univers, elle ne fait pas que ça dans la première partie, enfin dans ce premier tome, sachant que c'est une série en 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Et dès le début, en fait, on a des événements qui se passent, il y a des combats à venir, et dès le premier tome, en fait, tout est explosif. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Les gaffes répétées de Galatea m'ont plutôt fait sourire, parce que faut être honnête, elle est quand même très maladroite, et elle en loupe pas une, quoi. Mais j'ai aimé aussi cette relation qu'elle a avec ses meilleures amies, donc qui sont également les guerrières du royaume. Elles ont vraiment une relation très belle, une amitié très fusionnelle, et j'ai beaucoup aimé cet aspect aussi de l'histoire. Ensuite on a Larissa qui est une jeune fille qui est beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide. Elle se sent sans cesse inférieure aux autres, non pas parce qu'elle subit les remarques de ses camarades, mais plutôt parce que c'est elle qui se rabaisse constamment. Quand elle voit les progrès faits par ses amis, elle se trouve toujours en dessous. C'est une héroïne très à fleur de peau, très écorchée. Elle n'a pas eu un passé spécialement facile et elle fait de son mieux, mais elle est continuellement emprunt au doute, et c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Donc elle maîtrise le métal sous toutes ses formes, ce qui peut s'avérer être une arme très redoutable. Je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé que malgré le fait que sa personnalité soit très effacée, elle ne l'est pas tant que ça dans le premier tome, donc j'ai beaucoup aimé, je sens qu'elle nous réserve encore de sacrées surprises par la suite, donc j'ai hâte de la retrouver. On a aussi entre autres Galatée, qui est la mère de Galatea, et dont les habitants d'une planète portent toujours en fait un nom en rapport avec le nom de la planète. Donc elle s'appelle comme la planète, mais c'est écrit différemment. C'est une reine qui peut paraître un peu froide, dure, mais au final elle veut juste être une reine juste envers tous ses semblables. Elle ne fait pas de préférence entre sa fille et les guerrières du royaume qu'envers le petit peuple ou le peuple tout court. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi parce que pour une fois l'adulte, elle est au centre même de l'intrigue en fait. Tout découle d'elle, on apprend beaucoup de choses sur elle, sur le passé, sur aussi comment les choses se présentent pour l'avenir, et j'ai trouvé intéressant de mettre un personnage finalement adulte qu'on voit quand même très souvent et très régulièrement au sein d'une histoire young adulte, parce qu'en général les adultes soit ils sont pas du tout là, soit ils sont très peu présents au final. Donc là qu'elle ait une place à part entière, en fait ça m'a énormément plu. L'univers créé par Monia Sommer est juste complètement dingue. C'est pas des pays ou des continents, en fait on évolue dans l'espace au sein d'une galaxie avec plein de planètes. Donc chaque planète a ses spécificités, a ses coutumes, a son genre vestimentaire. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a aussi Neptune, enfin on a la planète de Diamant, on a plein de planètes différentes, certaines qui existent vraiment, d'autres qui n'existent pas. Mais j'ai vraiment aimé cet univers qui est vraiment
il est vraiment complet en fait. On n'a pas ce sentiment qui manque d'explications concernant l'univers dans lequel on évolue. Ça a vraiment été fait avec justesse et franchement avec brio, parce que moi j'ai été tout de suite immergée dans cette histoire que j'ai eu beaucoup de mal à poser pour faire des pauses, et j'ai vraiment juste adoré. L'univers est dingue, mais chaque personnage a également sa propre personnalité, son propre look vestimentaire, donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que Monia Summer a vraiment été jusqu'au bout des choses pour créer à tous leur propre personnalité, leur propre penchant, leurs propres doutes, leurs propres rêves, leur bon ou leur mauvais côté. Enfin, c'est vraiment une série que je voulais découvrir en plus depuis longtemps et que j'avais toujours pas sauté le pas, et donc là quand il m'a été proposé en service presse par la maison d'édition, il a été proposé en service presse et je me suis portée candidate, et quand on me l'a attribué j'étais vraiment contente parce que j'avais vraiment envie de le découvrir, et franchement je regrette pas. Là mon seul regret c'est que maintenant je suis obligée d'attendre, je crois, juin 2018 pour le tome 2, donc ça va être long. Parce que j'avais qu'une envie, c'était... il y aurait eu les 4 tomes, je pense que je me serais bouffé les 4 tomes d'affilée en fait, comme j'ai fait cet été avec Lux. En fait je pense pas que j'aurais été capable de sortir de cet univers avant de l'avoir terminé. Mais en tout cas c'est une très belle découverte et je ne peux que vous le recommander si vous aimez tout ce qui touche à la fantasy, au monde vraiment, à un univers vraiment original, travaillé, complet, à tout ce qui touche à la magie, parce que en fait elles ont des pouvoirs, mais il y a aussi autre chose niveau magie qui se profile à l'horizon et qui est vraiment très agréable et très sympathique à suivre. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude ma chronique en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Ensuite on passe à les chroniques hérétiques, le tome 1, les loups du Riam, donc c'est le tome 1 sur 2 de Philippe Tessier, publié chez Léa Éditions. Donc par contre je vais pas le tenir indéfiniment parce qu'il est quand même assez lourd, donc je le remplace par la couverture, comme ça ce sera plus simple. Donc dans ce livre on rencontre Maître Saul qui est un alchimiste et un enchanteur. Il va créer l'équivalent d'une marionnette de bois nommée Tyrell, mais contrairement à un pantin il n'est pas relié par des fils. Il a ses propres émotions, il est obligé de boire pour s'hydrater, il est obligé de dormir pour se reposer. En fait il a presque tout du petit garçon, si ce n'est qu'il a une allure en bois. Donc c'est un bois assez particulier, ce n'est pas un bois basique pour qu'il puisse Maître Saul donner vie à Tyrell, il a fallu prendre un bois spécifique. Et donc on les suit tous les deux. Maître Saul est un personnage qui a créé plein de choses, plein d'objets divers. Au début Tyrell est intrigué entre autres par une araignée qui lui rend visite tout le temps. Et en fait, Maître Saul, vu qu'il sait que les araignées ont une durée de vie assez courte et que Tyrell est il est attaché à elle, il va décider de transformer cette araignée en cristal de façon à ce qu'elle puisse... alors attention, elle n'est pas figée dans le cristal, elle peut bouger, etc. Et continue à tisser des toiles, ce genre de choses. Donc il va la transformer de façon à ce qu'elle puisse accompagner Tyrell sans cette menace qu'est un jour sa propre mort en fait. Et donc on les suit tous les trois dans leur petite chaumière au sein d'un village. Et on comprend très vite que Maître Saul cache bien des choses. Et un beau jour, on vient les prévenir comme quoi des soldats sont à sa recherche et qu'ils vont pas tarder à débarquer. Maître Saul part donc avec... il veut protéger et partir avec Tyrell, Cristal, donc ce sera le nom de l'araignée, et une petite flamme qui bouge et qui sautille toute seule, qui allume les feux tout seul, enfin... Voilà, ils vont essayer de se sauver et avant qu'on leur tombe dessus, parce qu'on ne sait pas lequel des trois, mais visiblement l'un des trois est très recherché sans qu'on ne sache pourquoi. Malheureusement Maître Saul n'arrivera pas à s'évader, mais nos trois compagnons si. Donc ils vont devoir errer et marcher en direction, alors je sais plus le nom. En fait, il faut qu'ils se rendent là où il y a les loups à Uriam, et pour trouver des alliés et pour pouvoir être protégés. Donc ils vont partir en quête de ce territoire. Sur leur chemin, ils vont faire la rencontre d'un vieux loup gris assez ronchon, solitaire, qui a été banni de sa meute et qui porte le nom de Nacre. Nacre est un loup très bavard, il a toujours une anecdote à raconter, toujours un souvenir qui lui revient en mémoire et qu'il faut qu'il partage. Et donc on va suivre
ouais, ce petit groupe assez particulier parce qu'entre un pantin de bois, une araignée de cristal, un vieux loup ronchon, après on aura aussi une petite fée de la rosée. Donc c'est vraiment un groupe atypique et original. Et donc on va les suivre dans leur quête pour aller rejoindre Uriam justement. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans cet univers de fantasy, on va se rendre compte de certaines choses, on va prendre connaissance de certains faits. On va un peu mieux comprendre pourquoi Maître Saul a à tout prix voulu les protéger, les faire quitter leur chaumière avant que les soldats ne lui tombent dessus. Donc c'est vraiment une histoire de... Alors c'est de la fantaisie pure, hein, clairement, mais on a des créatures qu'on n'a pas non plus spécialement beaucoup l'habitude de voir, excepté le loup, quoi, enfin, qui est quand même assez présent en littérature de l'imaginaire. Mais hormis les loups, on a d'autres créatures qu'on voit pas beaucoup. On a des grolls, on a des fées, on a... je sais même pas comment... Je sais plus comment elles s'appellent. Les séricides, voilà, qui sont des femmes qui naissent dans les fleurs, en fait. On a donc les fées, on a une sorcière, on a un pantin de bois, une araignée de cristal. Enfin, on a des corbeaux qui parlent. On a plein de créatures assez peu vues en littérature de l'imaginaire qui se regroupent dans ce premier tome et j'ai vraiment adoré. L'auteur en plus a une plume vraiment poétique. Par contre, ceux qui n'aiment pas les descriptions, je pense que vous risquez d'avoir un petit problème. Parce que moi qui n'aime pas d'habitude trop les descriptions, bon là c'est passé parce que je vous dis la plume de l'auteur est poétique, on s'immerge, on s'imagine assez bien, le contexte, le climat, le décor. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de descriptions dans ce roman. Alors oui, ça nous sert à visualiser comment les personnages évoluent, leur chemin. Mais c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu trop. Hormis ça, c'est vraiment un récit dense. Il est complet. La plume est poétique, mais elle est aussi très fluide et addictive. Après, par moments, il n'y a pas d'action au sens propre du terme. Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes si les gens veulent un récit où il y a de l'action toutes les 5 minutes. Ce ne sera pas forcément le cas. Mine de rien, je m'attendais à ce qu'il y ait du coup des longueurs et des moments où je m'ennuyais. Et ce n'a pas été le cas. Après, je vous remonte juste parce que c'est quand même une police d'écriture en plus pas très grosse. Des pages quand même bien remplies. Oups, je tourne. Il fait quand même 427 pages, il me semble. Mais je pensais pas en fait accrocher et adhérer autant à l'univers, aux personnages. J'ai vraiment envie de connaître le dénouement de cette histoire. Donc il paraîtra en 2018. Ouais, il n'y a pas plus de précision, c'est écrit apparaître en 2018. Donc je me dis, celui-ci est sorti au mois d'octobre, le deuxième en 2018, donc en plus ce sera une saga très vite terminée. Mais ouais, c'est vraiment enchanteur comme tome. J'ai vraiment... pourtant c'est pas du tout... on va dire mon style premier de lecture, parce qu'en fantasy c'est vrai que j'ai tendance à y aller à reculons. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait trop de personnages, trop de lieux, que je m'y perde. Et là, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux, et à part à un moment donné au milieu des soldats où je comprenais plus trop qui était qui, mais sinon, j'ai pas eu ce sentiment d'être larguée pendant les 3/4 du roman. Je veux dire, les choses arrivent petit à petit, on nous explique qui sont les personnages qu'on rencontre. Donc en fait, tout est bien amené de façon à ce qu'on ne se perde pas en cours de chemin en fait. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, mon avis est déjà disponible sur Babelio. Par contre, j'ai encore pas eu le temps de rédiger mon avis sur le blog qui est plus détaillé, plus construit et ce genre de choses. Donc, je m'en occuperai assez rapidement pour que vous l'ayez avant la fin de l'année sur le blog. Ensuite, j'ai lu... Alors, bien évidemment, oups, et je fais tout tomber, je les ai mis en dessous, sinon c'est pas drôle. J'ai donc lu Piégé entre les murs de la nuit de Hubert Benkemoun, publié chez Flammarion Jeunesse. En fait, dans cette vidéo, les 3 premiers livres que je vous présente, c'est... alors le premier ASP Anyway, le second c'est grâce à la masse critique Babelio, et celui-ci c'est un partenariat avec Flammarion Jeunesse. Donc il faut savoir que j'avais été quand même très mitigée sur le premier tome, qui était Piégé dans le train de l'enfer. Alors déjà, vous pouvez lire les 2 histoires séparées. Je veux dire, il n'y a aucun lien, on ne retrouve pas les mêmes personnages. La seule chose
qui relie les tomes si on veut, c'est le fait que les personnages ont 3 heures pour s'en sortir en fait. Parce que ça fait 160 pages et c'est prévu pour être lu à peu près sous 3 heures. Et nos personnages en fait on a, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, on a de telle heure à telle heure et donc l'intrigue se passe sur une durée de 3 heures. Donc ils ont 3 heures pour trouver un moyen de se dépêtrer des ennuis dans lesquels ils se sont fourrés jusqu'au cou. Donc dans ce livre, on va suivre Aïcha et Enzo qui sont un couple d'adolescents. Et en fait, l'oncle et la tante de Enzo sont partis en voyage très loin de là. Donc je ne sais plus où exactement, mais ils sont partis très très loin. Et donc du coup Enzo a pris les clés de la maison et compte bien passer leur première nuit d'amour avec Aïcha dans cette demeure qui ressemble clairement à un manoir, quoi, tellement il est grand, c'est somptueux, c'est majestueux, il y a des choses coûteuses dedans, enfin c'est vraiment un palace, quoi. Donc il voulait marquer le coup et faire ça dans un lieu digne de ce nom, et donc il a choisi la propriété de son oncle et de sa tante. Malheureusement les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. D'un autre côté on a 2 sœurs qui ont dû fuir leur pays pour survivre. L'une d'elles, la sœur aînée, a été blessée. Elles ont trouvé refuge dans la cave de la même maison. Et on a un troisième groupe constitué de 3 personnes qui sont là pour dépouiller la maison, on va dire, et prendre tout ce qui peut sembler coûteux. Donc ils vont tous se retrouver au même endroit, pas forcément, ils n'arrivent pas tous à la même heure. Donc ce qui fait qu'ils ne se croisent pas et qu'au début personne ne sait qu'il y a d'autres personnes dans la maison. Puisque certains sont à la cave, d'autres sont à l'étage, et après les cambrioleurs arrivent par le rez-de-chaussée, quoi. Et donc on va les suivre pendant ces 3 heures sur chacun comment vit les choses, comment ils réagissent quand ils entendent du bruit, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. D'accord, merci l'alerte Windows pour le redémarrage de l'ordi. Donc je disais, ils vont devoir essayer d'être discret le plus possible, de survivre sans attirer la présence des cambrioleurs là où ils se trouvent, mais les choses vont pas se dérouler comme prévu. Et ils vont être au cœur du danger bien plus qu'ils ne l'auraient pensé au départ. J'ai quand même mieux apprécié ce second tome que le premier. Ce que je reprochais au premier tome, c'est qu'en fait, on ne savait quasiment rien sur les personnages. Les personnages, on les rencontrait, on avait 2-3 infos sur leur passé, et on les suivait pendant 3 heures et basta. L'épilogue, je sais même plus s'il y en avait un, mais s'il en avait un, il m'a pas marqué, donc il devait pas être très long. Tandis que dans ce tome-ci, on en sait déjà un peu plus sur ce qu'ils ont vécu précédemment, donc avant qu'on les rencontre. On a vraiment plus, c'est beaucoup plus, comment dire, l'auteur insiste plus sur le ressenti de nos personnages pendant ces 3 heures. Donc ça c'est pas mal aussi parce que ça nous permet vraiment de ressentir les émotions pratiquement à pleine puissance au final. Et on a un épilogue qui est quand même beaucoup plus long, qui cerne tous les personnages. Donc on n'en a pas qui sont en reste. On sait comment se passent les choses dans les jours, dans les semaines qui suivent. Alors après ça ne va pas très loin dans le temps, mais au moins on sait ce qui leur arrive après. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Après ce n'est pas une lecture, comment dire, non plus extraordinaire, mais j'ai passé un bien meilleur moment avec ce tome 2 qu'avec le premier. Donc parce que le premier, si je me souviens bien de tête, je lui ai mis 10 sur 20 sur Livre Addict. Celui-ci je lui ai quand même mis 14. Donc voilà, j'ai quand même préféré ma lecture de ce second tome. On est beaucoup plus dans le côté il faut vraiment qu'on se cache pour survivre, et dans le côté action-révélation pendant ces 3 heures. Bon, ça reste à peu près identique au premier tome où on a eu beaucoup d'action, beaucoup de révélations en peu de temps, mais j'ai trouvé que les personnages étaient plus travaillés que dans le premier. On savait plus de choses sur eux et on arrivait plus facilement à s'attacher à eux, parce que moi j'étais restée complètement hermétique aux personnages du premier tome. Du coup, forcément ma lecture était mitigée, puisque déjà j'arrivais... Alors oui, on rentre facilement dans l'histoire, mais on ne sait rien sur les personnages, et moi c'est quelque chose qui me pose problème. Donc j'ai préféré ce second tome. Après je ne sais pas encore s'il y en a d'autres de prévus. S'il y en a d'autres de prévus, je tenterai le tome suivant pour voir si
on se rapproche plus de ce second tome ou si on revient plus vers le premier. Donc j'espère qu'il sera encore meilleur que le deuxième si on a un suivant. Mais voilà mon avis dessus. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien, publié chez Pocket. Donc il est un peu plus haut et beaucoup plus large qu'un format poche. En fait, c'est des lettres que Tolkien a écrites à ses enfants entre 1920 et 1943. Donc en fait, ses enfants écrivaient au Père Noël ou à l'ours polaire et c'était Tolkien qui récupérait les lettres et leur écrivait en se faisant passer donc, pour le Père Noël ou l'ours polaire. Sachant que selon le personnage qui répondait aux enfants, l'écriture de Tolkien changeait en fait. Elle n'était pas la même pour vraiment laisser planer toute la magie de Noël. Et j'ai trouvé ça super original, parce que ça date quand même d'il y a un moment. Et j'ai trouvé ça aussi touchant de la part d'un père d'essayer de perdurer cette magie de Noël en répondant à ses enfants sous l'identité du grand bonhomme habillé de rouge. Et ouais, c'était sympa. En plus, les passages où on suit l'ours polaire est un personnage quand même très gaffeur, qui fait beaucoup de bêtises, qui est maladroit, donc forcément ça rend certaines scènes assez cocasses. Il y a aussi des dessins. Donc on a une partie des lettres, des enveloppes faites par Tolkien en fait, qui ont été regroupées, qui ont probablement été scannées et ensuite traduites. Donc je vous montre à peu près comment ça se présente. Donc on a une petite introduction qui nous explique vite fait comment ça s'est passé et comment Tolkien en est venu à ça, sachant qu'il a eu de nombreux enfants et qu'à chaque fois qu'un enfant devenait trop grand et n'écrivait plus au Père Noël, en fait c'était le Père Noël ou l'ours polaire répondait au suivant en fait, à ceux qui étaient plus petits qui y croyaient encore. Donc on a par exemple ce genre d'illustration. Là vous voyez, on a une lettre écrite par Tolkien en se faisant passer pour le Père Noël. On a aussi comment était l'enveloppe. Et à chaque fois vous avez l'année en fait où les lettres ont été envoyées. Je vais essayer de vous trouver un passage où c'est... on voit le Père Noël mais aussi l'ours polaire qui répond. Donc on a des petits dessins comme ça, faits par à tour de rôle le Père Noël ou le petit lutin. Là vous voyez, je vais vous montrer. Ça c'est l'écriture de Tolkien pour se faire passer pour le Père Noël. Et là on a Tolkien qui écrit en se faisant passer par l'ours polaire. Donc vous voyez, c'est pas le même style de plume, les lettres ne sont pas formées pareil. Et j'ai trouvé ça plutôt très sympa. Après les dessins en général c'est pour représenter des situations assez cocasses dues à l'ours polaire. Donc comme là par exemple où on voit que l'ours a voulu aider à descendre les paquets cadeaux. En fait le Père Noël est en haut. L'ours s'est cassé la figure dans les escaliers. On a tous les paquets cadeaux qui sont perdus dans les escaliers. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et par contre, je tiens à dire que vu l'écriture tremblante de Tolkien quand il se passait pour le Père Noël, franchement, bravo au traducteur pour avoir réussi à le relire et traduire ce texte. Donc ça a été traduit de l'anglais par Gérard Georges Lemoine pour cette édition. Donc et par rapport à la première édition, il y a 15 lettres nouvelles dedans. Donc il a été publié pour la première fois en 1976 et l'édition revisitée a été publiée pour la première fois chez HarperCollins Publishers en 1999. Donc voilà, donc c'est une édition qui a été préparée par Baillie Tolkien. Donc je suppose que c'est l'un de ses descendants. Hein. Mais ouais, c'est... Alors c'est pas une lecture exceptionnelle non plus, mais je trouvais ça sympa de voir comment il faisait évoluer les choses. En plus, au fil des ans, il rajoute des personnages, il rajoute des ennemis qui vont lui poser des problèmes, des alliés qui vont venir l'aider, mais aussi il met en fait le contexte historique de l'époque. Donc, comme quoi, d'une année à l'autre, les parents n'ont pas toujours autant de moyens pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Et Tolkien a toujours eu l'idée très intelligente d'expliquer à travers les lettres du Père Noël et de l'ours polaire pourquoi les enfants ne trouveront pas forcément toujours ce qu'ils avaient demandé au pied du sapin, en leur expliquant que soit ils avaient subi une attaque, soit l'ours polaire avait joué avec les feux d'artifice et avait détruit une partie des cadeaux. Enfin, il y a toujours une bonne explication qui fait que les enfants du coup
ont plus d'empathie et sont moins frustrés, peut-être moins grincheux, moins tristes aussi, et ils comprennent les raisons du pourquoi, du comment. Même si bien évidemment, on ne peut pas expliquer à un enfant de 3 ou 4 ans la véritable raison, il ne comprendrait pas forcément. Mais c'était une façon ludique de leur faire comprendre certaines choses, et c'est vraiment... J'ai passé un bon moment avec. Après, j'aurais pu lire en 1h30, bon, je l'ai un peu fait traîner toute une après-midi puisque j'avais envie de le savourer pleinement. Mais en tout cas, c'est une lecture parfaite à l'approche des fêtes. Il coûte 8,40 € et je trouve que pour l'objet livre, ben, c'est un prix plutôt correct parce qu'on a bien d'autres poches qui sont où le travail éditorial est bien moins poussé, qui vont vous coûter 8 € et quelques aussi. Donc c'est sympathique. Et ouais, c'est une bonne lecture à lire tout au long de l'année. Alors je sais plus combien il y a de lettres, mais il me semble que j'avais vu qu'on pouvait aussi le lire à la manière d'un calendrier de l'Avent également. Donc voilà. Donc si vous voulez tenter ce livre, franchement je vous le recommande parce que j'ai passé un très bon moment avec. Voilà, c'en était tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou tout simplement à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.